Hop, bonsoir à toutes et à tous, ça se connecte. Voilà, bienvenue dans ce 27e épisode de notre live veto, dans lequel on va parler du parasitisme chez le cheval. Alors pourquoi la gestion du parasitisme suscite-t-elle autant d'importance? En fait, on sait tous que les parasites gastro-intestinaux sont directement liés à l'état de santé du cheval et qu'ils peuvent, selon leur pouvoir pathogène et le degré d'infestation, provoquer des signes cliniques graves comme des coliques, des diarrhées, amaigrissement, une baisse de performance, un retard de croissance, un affaiblissement du système immunitaire, enfin voilà, des choses très importantes. Et en fait, nos connaissances se sont bien élargies sur le sujet, mais la vraie question, c'est est-ce que côté gestion, on est à jour? Est-ce qu'on applique bien toutes ces nouvelles connaissances dans la gestion et dans notre stratégie pour le parasitisme? Voilà, donc c'est ce dont on va parler ce soir avec notre veto Aneva, c'est elle qui va vous en parler. Comme habituellement, donc on est présent sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas à nous poser plein de questions en direct. On va aussi commencer par répondre à toutes les questions que vous nous avez posées avant le live. Et puis, petite nouveauté ce soir, on est aussi présent sur LinkedIn. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser plein de questions. On va accueillir Aneva tout de suite pour qu'elle puisse vous répondre. Alors, hop. Donc, sur Facebook et LinkedIn, je crois que c'est bon. Bonsoir Florie. Aneva, ça va? Tu m'entends? Ça va et toi? Ouais, super. Bon, oui, je disais, ça va et toi? Merci. Bienvenue, j'espère que tu es en forme parce que je crois que c'est un sujet pas hyper simple mais super complet. Enfin, ça va être intéressant. Oui. Est-ce que... un sujet du quotidien. Ouais, voilà, du quotidien. Et puis on est en plein dedans en ce moment aussi. On reçoit beaucoup de questions et puis on va attaquer directement dans le vif du sujet. Je pense que ce sera plus efficace. Est-ce que tu pourrais... Alors, on sait tous un petit peu que les pratiques traditionnelles ont mené à différentes choses, notamment une résistance, je crois, des parasites. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tout ça? Et nous parler de tout ça pour commencer, et peut-être définir ce qu'on appelle les pratiques traditionnelles, ce qu'on faisait jusqu'à aujourd'hui. Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai qu'il faut remonter un petit peu dans les années 60, où l'infestation parasitaire des chevaux créait vraiment des gros soucis de santé. En fait, à l'époque, il y avait d'autres parasites, enfin, c'est toujours les mêmes à ce jour, mais finalement, la proportion de parasites qui étaient pathogènes était un petit peu différente de celle d'aujourd'hui. Et en fait, quand on a développé les molécules pour vermifuger les chevaux, on n'avait pas la même stratégie à l'époque qu'on devrait avoir aujourd'hui. Et c'est-à-dire qu'on avait tendance à vouloir se débarrasser entièrement de tous les parasites gastro-intestinaux des chevaux pour éliminer les parasites présents. Et on vermifugeait avec une routine très régulière, hein, donc une routine, par exemple 4 fois par an, ou même voire tous les mois, ou voire tous les 2 mois. Et en fait, c'est des pratiques qui étaient forcément très efficaces pour le parasite qui était très présent à l'époque, Strongylosis vulgaris, qui provoquait, par exemple, l'artérite vermineuse. C'est ce qu'on appelle les grands strongles? Les grands strongles, exactement. Ouais. Okay. Après, on va parler un petit peu plus peut-être de ceux qui sont présents et ceux qui nous posent souci, mais juste pour l'historique, là. Et en fait, cette lutte a été efficace puisqu'on a réussi à, pour la plupart du temps, finalement, l'éliminer dans certains élevages ou certaines structures, ou en tout cas quasiment l'éradiquer par endroits. Ouais. Mais ces pratiques, du coup, ont aussi mené à un phénomène de développement de résistance de différents parasites gastro-intestinaux qui sont traités en même temps. Et ça nous cause vraiment des gros soucis aujourd'hui. Parce que finalement, dans les dernières 25 années, on n'a plus de nouvelles molécules qui ont été développées et qui sont efficaces finalement contre ces infestations, et qui du coup nous posent vraiment problème pour gérer les cas où on a vraiment besoin d'une molécule efficace. Ça, c'est un petit peu l'historique. Ok, d'accord. Et, pardon, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est bon. C'est bon. Tu m'avais parlé, donc,
en gros, les méthodes, les pratiques qu'on appelle traditionnelles ont mené du coup à cette résistance. Et il y a une évolution aussi dans la population de parasites. C'est plus les mêmes parasites, ce que tu disais un petit peu tout à l'heure, c'est plus les mêmes parasites qu'il y a Alors, quelques années. c'est ça. Alors, ils sont toujours, c'est toujours les mêmes, mais c'est la proportion, en fait, c'est leur pathogénicité qui a finalement un peu évolué. Avant, on avait tendance, du coup, à vraiment traiter pour les grands strongs, pour les éradiquer, comme je disais, parce qu'ils créaient vraiment, le cheval devenait vraiment très malade et avec une forte mortalité. Et maintenant, en fait, comme on l'a un petit peu éradiqué, la proportion a basculé plutôt vers les petits strongs qui sont plus présents, du coup, les céatostomes, donc les strongs, les vers rouges, hein, des fois on peut les apercevoir dans les crotins. Et c'est plutôt cela qui nous pose souci aujourd'hui, et plutôt sur les populations plus jeunes, mais on en parlera après. Après, pour faire un tout petit peu le tableau des vers qui sont présents chez les chevaux, on a plusieurs grandes catégories. On appelle ça les nématodes. Donc, dans les nématodes sont compris les strongs, les ascarides, les oxyures, les anguillules, qui sont aussi connus sous le nom de Strongyloides vesteris, et surtout sur des poulains qu'on les trouve, et les dixiocoles, qui sont plutôt chez les ânes, mais aussi parfois chez les équidés. Et donc, dans les vers qui sont plutôt les vers plats, donc tout ce qui est ténia, c'est les Anoplocephala perfoliata, par exemple, ou magna, mais on le voit beaucoup moins. Hein. C'est vrai que moi, j'en ai jamais vu, mais donc il y a ceux-là. Et ensuite, il y a aussi les trématodes, donc la douve, la grande douve, Fasciola hepatica, le nom officiel, qui peuvent aussi être présents quand on a des zones où il y a des marécages ou des rivières qui passent dans les dans les terres, en fait, dans les paddocks ou dans les prairies. Ouais, on se trouve les chevaux. C'est ça. Et après, on a aussi donc les petits œufs jaunes d'insectes qu'on connaît tous si bien, qui sont déposés sur les poils des chevaux, sur leur robe, qui sont ensuite ingérés et qui sont des œufs de gastérophiles. Donc le Gastérophilus intestinalis, enfin il y en a plusieurs sortes. Ça, ce sont vraiment les principaux vers intestinaux qu'on peut rencontrer et qui nous posent souci. Et un petit paquet quand même déjà. Oui, tout à fait. Et c'est ça. Et qui ont, au cours des dernières années, développé des mécanismes de résistance contre les vermifuges qui sont utilisés. D'accord. Et donc, je pense que tu y reviendras un petit peu plus tard, mais il y a des populations différentes selon les populations de chevaux. C'est-à-dire que les jeunes chevaux ne sont pas sensibles aux mêmes, enfin, touchés par les mêmes types populations de parasites que les chevaux adultes, par exemple. Oui, exactement. C'est vrai que les jeunes chevaux, ça a à faire avec le fait que finalement, avant un certain âge, entre 3 et 7 ans, les chevaux n'ont pas encore développé leur immunité contre certains parasites. Et notamment pour les jeunes chevaux, ils sont plutôt touchés par tout ce qui est ascaris, ou par ascaris equorum, mais donc les ascaris et les céatostomes, donc les vers rouges. Et théoriquement, c'est ces vers-là qui peuvent poser plus de problèmes pour les populations plus jeunes. Mais après, tout dépend aussi de quel ver est présent dans l'élevage. Voilà, on peut toujours avoir encore les grands strongs, malheureusement, qui sévissent. Mais principalement, ces vers-là sont plutôt problématiques. Ok, d'accord. Alors, je te coupe simplement, je réponds à Nanou sur Facebook. Les sous-titrages, enfin le sous-titrage, c'est pas de notre côté qui les gérait, donc peut-être que vous pouvez le désactiver de votre côté, mais on n'a pas la main dessus en tout cas. Je suis désolée. Apparemment, il n'est pas hyper efficace. Ah oui, c'est vrai. Mais juste pour faire un petit aparté. Ok, et est-ce que tu pourrais nous dire, on disait qu'il y avait des évolutions dans nos connaissances sur le parasitisme. Quelles sont les principales nouveautés, si je peux dire ça comme ça? Oui, alors on en parle quand même depuis un petit moment. On a plusieurs choses qu'on sait aussi, notamment par rapport aux chevaux. Oui, comment vous dire? C'est vrai que Il y a trop de choses. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. En fait, on sait beaucoup de choses sur les chevaux par rapport à leur infestation. Donc, on sait par exemple que les capacités du système immunitaire varient d'un individu à l'autre. On en parlait déjà tout à l'heure. Ça varie d'un individu à l'autre, mais aussi d'une population à l'autre.
On sait aussi, par exemple, que les Tu dis une infestations... population, pardon, c'est une écurie, enfin, l'eau de chevaux, entre guillemets, dans une Oui, écurie, par rapport à d'une ou même écurie à plutôt, l'autre, par exemple? oui, ou même pas forcément, plutôt une D'un classe champ d'âge, à en fait. l'autre? Ah ouais, d'accord, Une OK, classe parce que d'âge, j'ai dit une population jeune, voilà, une population plus âgée, mais aussi d'accord, d'un individu à l'autre. OK. On sait aussi que, finalement, la charge parasitaire à l'extérieur du cheval est, très grande. On sait que, plus de 80 de la charge parasitaire, elle est à l'extérieur et pas à l'intérieur du cheval. Donc ça aussi, Ouais, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. donc c'est-à-dire Et qu'il y a une grosse partie des parasites qui se trouvent dans l'environnement et pas dans le cheval? exactement. Et ce côté-là, on a tendance à le négliger un petit peu. En tout cas, Mmh. c'est ce qu'on constate dans le terrain. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que, l'excrétion d'un cheval, des œufs de parasites dont il est contaminé, en tout cas dans les stades adultes dans son intestin, qui produisent du coup les œufs, l'excrétion du cheval est plutôt stable dans le temps. Donc, ça, c'est une donnée intéressante. On va en parler tout à l'heure en parlant des coproscopies. Mais c'est-à-dire qu'un cheval qui est faible excréteur, donc qui ne lâche pas beaucoup d'œufs dans la nature, Mmh. restera toujours plus ou moins stable dans le temps. Là, on parle de chevaux adultes, hein. Ouais. Et vice-versa aussi. Un cheval qui a une forte excrétion restera plutôt stable dans le temps en matière Que d'excrétion. Qu'il soit plus ou moins infesté, s'il a tendance à excréter fortement, il excrétera toujours Oui, fortement. ils sont relativement Et stables, il va peu exactement. excréter, même si enfin, on va dire qu'un cheval peut être fort infecté, mais excréter assez peu. Oui, après ça dépend de la Voilà. charge parasitaire Ouais. naturellement. C'est un petit peu variable quand même, hein, je suis désolée, j'ai l'impression que ce machin, il bouge un peu beaucoup et je peux pas... Franchement, ça en J'espère que ça tout va, cas, de mon d'accord. côté, ça a l'air d'aller. J'espère que c'est pas On gênant. nous fera des commentaires, ça veut pas. Voilà, c'est ça. Hem, qu'est-ce que je disais? Oui, On donc disait que ouais, après tu disais voilà, que il c'était peut stable dans quand le temps. même, oui, c'est stable dans le temps et ça, c'est une donnée intéressante qui nous aide à du coup à pouvoir raisonner notre vermifugation dans un second temps, en fait. C'est vraiment une tendance qui est propre au cheval, à l'individu. Oui, OK. exactement, ouais, et il y a beaucoup plus de recherches du coup qui ont été menées, dans le domaine du parasitisme et ça aussi, ça a beaucoup évolué en fait. C'est vrai qu'on va y venir après, mais on parle de plus en plus de vermifugation raisonnée par rapport aux Mmh. résistances qui se sont développées. Donc on doit absolument commencer enfin pas commencer, on doit maintenant tout de suite, demain, aujourd'hui, changer d'attitude par Ouais, rapport à ça et ça, c'est d'accord, très important. d'accord, OK. Il y a autre chose que tu voudrais rajouter sur les Ça, nouvelles ce sont les connaissances? grandes ce sont les grandes lignes en fait, Ouais, qui se dessinent ouais, dans ce cadre-là. OK. Et à partir de là, qu'est-ce que tu recommandes? Du coup, on a eu beaucoup de questions, pas trop sur la première partie, mais sur le protocole, en fait. Quand est-ce qu'il faut vermifuger systématiquement? Ça, c'était Sandrine qui demandait ça. Oui. Avec quelle périodicité? Est-ce qu'il faut revermifuger tous les temps de temps? Enfin, voilà, un petit peu ce dont je pense que tu vas parler maintenant. Qu'est-ce que tu recommandes de faire, du coup, et comment? Alors, je vais surtout dire qu'il n'existe pas un protocole fixe, pour donner un protocole fixe pour des adultes ou pour des poulains ou tout dépend de la charge parasitaire de la structure, de la capacité, immunitaire, on va dire, des chevaux à lutter contre une infestation éventuelle. Donc tous ces points-là sont à prendre en compte. Par contre, il y a une vraie nouvelle, tendance et c'est vraiment d'opter pour une vermification raisonnée. C'est-à-dire qu'il faut trouver un équilibre entre, réduire le risque de maladies causées par les parasites, éventuellement, du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure, les petits strongs, Mmh. le contrôle de l'environnement, donc la contamination par l'effort excréteur. Ouais. Hem Et puis aussi, prévenir comment dire? Un développement encore davantage, au vermifuge et prendre en compte toutes ces mesures, en fait. Donc c'est vrai que c'est un équilibre un petit peu compliqué et pour y arriver, on peut, par exemple, commencer à identifier et je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui le font, mais pas suffisamment quand on regarde les autres pays européens où ce sont des pratiques qui sont déjà beaucoup, instaurées. Ouais. Hem Il faut maintenant, en fait, arriver à ne plus traiter systématiquement les chevaux.
Surtout, on parle là des chevaux adultes, les jeunes chevaux, on y parlera un petit peu, on en parlera après. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut maintenant faire, en fait. Il faut définir si son cheval est un faible excréteur ou un fort excréteur, et en fonction D'accord. des coproscopies, définir avec son vétérinaire comment le traiter ou si c'est bien de le traiter. D'accord, donc c'est pas on ne vermifuge plus Non, systématiquement. OK. non, exactement. C'est pas systématique. Et Il peut y avoir des théoriquement, chevaux qu'on n'a pas du tout besoin de vermifuger. alors pour les vers plats, on considère quand même qu'il est indiqué de les vermifuger pour le moment encore au minimum une fois par an. Ouais. Donc avec une molécule qui est utile pour ça. Mais c'est vrai que Les vers en plats fourrure, type ténia? Chevaux. ténia, tout à fait. Oui, tout à fait. OK. Et donc c'est plutôt des molécules type praticantelle. Mais en tout cas, ça c'est quelque chose à retenir. Mais voilà, après la question arrivera peut-être comment ça se passe, qu'est-ce qu'une coproscopie, Oui, il y comment a est-ce qu'il beaucoup de faut questions sur les copros. organiser tout ça. Voilà, donc on en parlera, je sais pas, tu OK. peux me dire si tu as des questions Mais particulières? ouais, je vais te les donner. Du coup, le but, enfin, on ne recherche pas à avoir des chevaux sans verre du tout, maintenant. C'était pas Non, très français. exactement. Je suis désolée. Ouais, non, mais c'est bien de le résumer comme ça. En fait, on ne peut pas, et c'est pas souhaitable de toute façon, avoir une population de chevaux sans verre. C'est pas possible parce qu'on peut pas les éradiquer, donc c'est pas souhaitable en fait. On doit accepter que le cheval C'est pas aura toujours des possible, donc parasites. faut adapter, C'est quoi. pas possible parce qu'on l'a déjà essayé de le faire. Finalement, on a vu à quoi ça nous a mené. Donc Sont ce plus n'est forts pas que nous. souhaitable. Exactement, D'accord. c'est quelque chose qui existe et il faut qu'on le gère de manière intelligente en fait. OK. Donc, c'est pour cette raison que c'est pas forcément souhaitable, même si c'est un petit peu, enfin, C'est ce ça qu'on paraît un aimerait, peu une mais contradiction, voilà, contradiction, pardon, mais c'est ce qu'on aimerait, mais c'est juste pas possible. d'accord. OK. Je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Je sais plus. Bon, c'est vrai, Ouais, on bah, en reviendra. ouais, il y a pas mal de questions sur les copros, mais avant, on a 2 questions sur Facebook. La première d'Aline qui dit: «Bonsoir, ma jument était en crise de fourbure il y a 15 jours, elle va mieux. Je voulais savoir si je pouvais vermifuger car j'ai retrouvé une larve, parce qu'elle a pas fait le vermifuge en avril. Ouais, Merci». c'est ce que ouais. Alors là, pour le coup, comme elle a été malade, je considère quand même qu'il faut voir ça avec son propre vétérinaire parce que comme ça, théoriquement, quand un cheval est malade et bon, évidemment, on lui en remet encore un petit coup par-dessus, si je peux m'exprimer comme ça, en le Oui, revermifugeant. Donc, je considère qu'elle peut appeler son vétérinaire enfin voilà, ça c'est vraiment un voir cas avec. particulier, mais ouais, voir plutôt avec son veto. Mais théoriquement, je dirais faire une coproscopie et puis vérifier après, voilà, si c'est nécessaire ou pas, en tout cas. C'est pas parce qu'on a trouvé une larve qu'elle est forcément très infestée, mais possiblement. Ouais, Enfin, ça veut dire quelque chose ou pas? On peut en tirer des conclusions ou pas du alors, tout? c'est là où c'est intéressant d'avoir recours à cette idée de faire des coproscopies parce que finalement, si on arrive à faire plusieurs coproscopies dans la saison, c'est-à-dire à la saison d'herbage où l'herbe pousse, donc c'est la saison où les vers sont aussi actifs et ne sont pas en dormance, euh, là, on arriverait, en faisant 3 par exemple, on arriverait à définir si son cheval est fort excréteur ou pas. Et donc, on arriverait aussi là à définir si on doit le vermifuger, oui ou non, et avec quelle molécule, en l'occurrence. OK. Donc, ouais, Bah, c'est ce qui devrait être fait systématiquement, en fait. bah, Et une je vais te fois poser qu'on directement enfin, pardon, vas-y, excuse-moi. Ouais. Non, non, c'est bon. Une fois je termine. Ouais, Une fois ouais, qu'on vas-y. connaît du coup le stade, la façon dont son cheval excrète, on arrive beaucoup plus facilement en fait à le gérer par la suite. Donc ça demande un investissement au début, mais ensuite une fois qu'on le sait, c'est tout à fait intéressant de voilà de répéter une copro par un petit peu moins de façon moins fréquente. D'accord. Bah, justement, Ouais. les coproscopies, c'était une question de Clémentine. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail et nous dire à quel moment on doit faire une coproscopie? En amont, en aval, quand? Oui, Comment c'est? ouais. Alors oui, bien sûr. Quel est le Moi, principe aussi peut-être? Parce que je sais pas Oui, si c'est exactement. clair. C'est clair que ce serait peut-être pas mal de réexpliquer. En fait, les coproscopies, c'est finalement un simple examen qui constitue à regarder les œufs qui sont présents dans les crottins
au microscope ou par comptage automatisé. Je reviendrai sur cela plus tard. Et on va regarder le nombre d'œufs par crottin. Et donc, par gramme de crottin. Ouais, Ça j'allais s'appelle te demander le résultat OK. est donné en OPG ou EPG en anglais. Et selon le résultat, selon le niveau d'infestation parasitaire, on décide ou non de vermifuger le cheval. Alors théoriquement, avant, on disait en dessous de 200 OPG. On n'oblige pas forcément à... OPG, c'est on œuf conseille par pas gramme, off du par coup? gramme de crottin. Oui. Donc le vermifuge n'est pas forcément obligatoire. Maintenant, la littérature commence à dire que même en dessous de 500 OPG, finalement, on considère que le cheval est fort excréteur, mais que finalement, 500 OPG serait encore acceptable comme limite pour ne pas encore vermifuger son cheval, mais à condition de pouvoir le suivre. Donc c'est vrai que ça évolue, et ça, c'est des données assez récentes, mais théoriquement, c'est ce qui est apporté maintenant dans les dernières recommandations. Donc voilà, ça c'est le principe de la coproscopie. Par contre, la coproscopie ne donne qu'une information à un moment précis. Donc ça veut dire que c'est ce qu'on disait déjà tout à l'heure, ça ne reflète pas forcément le niveau d'infestation en temps réel, surtout si on les fait par exemple à une période inappropriée, c'est-à-dire en plein hiver, où une partie des vers peuvent être en dormance ou en hypobiose. Et là, du coup, la coproscopie ne sera pas forcément représentative du taux d'infestation du cheval. Et donc Ça là, prend vraiment le niveau d'excrétion et pas l'infestation réelle du cheval. Oui, exactement, OK. c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire plusieurs coproscopies pour voir si son cheval a une tendance à être un fort excréteur ou un moyen excréteur ou un faible excréteur. Je dirais plutôt fin du printemps, au cours du printemps et par exemple à l'automne. D'accord, OK. Ou en été même, on peut faire ça aussi, fin de l'été. Printemps, été, automne, par exemple. Et voilà, les Enfin, 3 fin saisons printemps, été, automne. les 3 saisons où l'herbe pousse, en fait. D'accord, OK. Voilà. Donc ça, c'est quand les faire. Et en fait, si j'ai bien compris, la coproscopie va nous aider à définir si oui ou non on doit vermifuger le cheval. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'il y a d'autres moments, est-ce qu'après un vermifuge, il est utile aussi de faire une coproscopie pour voir si ça a fonctionné, ou on les fait Oui. systématiquement en amont? Oui, alors ça, c'est très intéressant, notamment pour les élevages où il y a certainement des problèmes de résistance qui sont rapportés, parce qu'il faut savoir que les résistances, plus on a des vers qui sont touchés par le vermifuge, plus ils ont la possibilité de développer un mécanisme qui va leur permettre de survivre après et d'avoir du coup une population de vers résistants sur l'élevage. Donc c'est vrai que ça commence déjà à être le cas pour de nombreuses molécules. Et donc pour savoir si on a vraiment affaire à une résistance pour une molécule, on peut faire un test d'efficacité. Et ça, il faut le faire avec son vétérinaire. Ça consiste du coup en grande ligne à faire une copro avant la vermifugation. Donc, admettons, sur J0, enfin une semaine avant la vermifugation, par exemple. D'accord, OK. Par contre, il faut un nombre un petit peu plus important de chevaux, parce que sinon, ça ne donne pas un résultat vraiment efficace. Si on veut vraiment regarder l'efficacité d'une molécule, une dizaine de chevaux, 10, 12, 15 chevaux à peu près. D'accord, OK. Donc, J0, on vermifuge les chevaux. Et ensuite, 2 semaines après, on refait une coproscopie et après, on fait un petit calcul qu'on peut demander à son vétérinaire. En tout cas, c'est un calcul juste pour calculer le nombre de pourcentages. Donc, l'OPG de la première copro moins l'OPG de la deuxième copro divisé par l'OPG de la première copro fois 100. Mais cela, on n'a pas besoin de noter tout de suite, de prendre vos crayons. On pourra vous le communiquer. On a fait un petit texte là-dessus et on pourra vous le recommuniquer. Ouais. Il y a un petit article qui est sur notre site et c'est dedans. Tout est résumé. Exactement. Et donc, l'interprétation de ça montre, en tout cas, c'est un pourcentage qui est donné. Et donc, si on a une interprétation de moins de 90%, eh bien, on sait qu'on a un degré d'efficacité qui est moins 20. Et donc, la molécule doit être utilisée vraiment avec modération si on n'a pas le choix, ou bien consulter son vétérinaire. Si on a un résultat supérieur, on peut estimer que la molécule choisie est efficace.
D'accord. Donc ça, c'est vraiment Voilà, pour, juger de l'efficacité d'une molécule, pour, une tout à fait. population, donnée. OK. Oui, Et comme tu le exactement. disais tout à l'heure, d'une écurie à l'autre, la résistance n'est pas la même. Oui, c'est clair que ouais, exactement. Ça dépend des régions, ça dépend des structures. Après, je pourrais vous donner une idée de quelles molécules sont. Mais bon, je ne sais pas si ça intéresse les personnes. Je ne sais pas si on aura la question plus tard, mais on a déjà des chiffres aussi qui sont rapportés par rapport à, En voilà, à région? la résistance. Pas forcément aux régions, mais en tout cas aux molécules voilà, qui sont moins efficaces tout de suite. Ah oui, d'accord, OK. Voilà. OK. Est-ce que tu peux nous dire, je ne sais pas si tu as vu sur, Facebook, il y a Marine et Nanou J'ai du coup toujours du qui mal à nous suivre les non, non, mais il comments. y a pas de souci, il faut bien que je serve à quelque chose. Oui. Qui, toutes les 2 posent des questions pour les troupeaux. C'est compliqué un troupeau de gérer chaque cheval individuellement au niveau des vermifuges. Si vous avez des idées, ça m'intéresse. Et Nanou qui demande, comment gérer un troupeau de 10 chevaux qui vivent, ensemble H24 au champ? Et oui, bah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les coproscopies c'est tout à fait faisable pour ces chevaux-là. C'est vrai que il faut pouvoir collecter les crottins. Le Mmh. faire, comme je le disais, déjà commencer 3 fois par an, en tout cas pour commencer, bien évidemment avant de vermifuger, sinon ça sert à rien. Si vous avez fait un vermifuge genre quelques semaines avant, vous n'aurez pas un résultat forcément justifié. Ouais. Maintenant, si on n'a pas le choix, on le fait quand même. Hein. Malgré tout, on aura peut-être une tendance. Mais en tout cas, le premier vermifuge, c'est-à-dire en sortant de l'hiver, celui-là, il est particulièrement intéressant parce que bon, les chevaux n'ont pas été vermifugés normalement en hiver parce que ça ne sert pas à grand-chose, à moins qu'on ait vraiment une suspicion de populations larvales qui sont enquistées. Là c'est une autre histoire, mais c'est surtout pour les plus jeunes. C'est-à-dire qu'ils sont au Qui niveau de sont la dans la paroi, paroi, ouais, ah, d'accord, logés donc ils dans vont la paroi vraiment de l'intestin et quand ils vont sortir, en fait, ils vont créer vraiment, comment dire, des dommages au niveau de, enfin, comment dire, ils vont abîmer vraiment les parois de l'intestin et ça va créer d'accord. vraiment des dégâts, en fait, hein, diarrhée. Ils logent dans la paroi et quand ils sortent, Oui, ils abîment oui. tout, si je peux parler un peu familièrement Oui, comme ça. exactement. Ouais, ouais, OK. exactement et ça crée vraiment des D'accord. problèmes, diarrhée, ça peut même créer des mortalités parfois, sur des jeunes chevaux donc c'est vrai que ça c'est ce dont on a un petit peu peur toujours pour les cytostos, mais c'est surtout sur les jeunes chevaux, généralement, Et ou les généralement, chevaux qui sont immunodéprimés. c'est à la sortie de l'hiver ou ça peut arriver tout le temps ça? Ça peut arriver tout le temps, oui, ça peut arriver tout le temps, mais généralement c'est à la sortie de l'hiver, oui. OK. C'est à la sortie de Et l'hiver lorsque les vers sortent de leur, hypobiose, enfin de leur dormance. il y a un moyen de détecter la quantité Non. de parasites enquistés, non? Non, non, malheureusement OK, pas. pas Non, encore. c'est pas encore, non, ouais. OK, Non, je te laisse c'est très continuer, délicat. pardon, sur les troupeaux du Oui, coup. donc les troupeaux, voilà, donc c'est ce que je disais, si on veut, commencer à faire un suivi, voilà, c'est de commencer à faire les coproscopies. Éventuellement, vermifuger que ceux qui sont du coup forts excréteurs et puis continuer à Ouais. suivre les autres. En dehors, on est Ça, c'est d'accord des intéressant parce qu'on vermifuges en a déjà d'office qui sortent, pardon. ah, il Vas-y, y a un vas-y. bug. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, Vas-y, donc continue. voilà, vermifuger vraiment ceux qui sont forts excréteurs et continuer à suivre les autres. Et ainsi de OK. suite. Et au fur et à mesure, en fait, si on s'investit sur plusieurs mois, voire plusieurs années, on arrive très bien à définir ceux qui sont forts excréteurs et ceux qui ne le sont pas. Et là, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir diminuer la fréquence et des coproscopies et des vermifuges à la longue. Je vais D'accord. faire une toute petite parenthèse parce qu'il y a une étude que j'ai relue là, il n'y a pas si longtemps que ça, une étude de fin 2020, qui n'est donc pas très, très ancienne, qui a été faite sur une centaine de chevaux. Donc les mamans et les poulains étaient suivis. Et c'était très intéressant parce qu'ils avaient fait plusieurs protocoles de vermifugation en fait entre les lots et ils se sont aperçus en fait qu'il n'y avait pas de différence entre ceux qui étaient, en tout cas pas de différence clinique ni de différence dans les œufs par gramme de crottin, finalement, entre les différents groupes de traitement. Et c'est pour les adultes, en tout cas. Pour les poulains, ce n'était pas vrai. Pour les poulains, il y avait quand même une plus forte excrétion des œufs dans les lots qui étaient traités moins, donc avec Mmh. moins de
vermifuge sur une année, c'était sur 13 mois. Mais en gros, c'était pas significatif et finalement, ils ont conclu que la baisse de vermifugation n'avait pas du tout eu de conséquences mesurables pour les juments et les poulains. Donc, c'est intéressant. Après, D'accord. c'est une étude sur 100 chevaux, il mérite d'en faire encore beaucoup plus. Et ça, c'était une étude Ouais. qui est faite par un des centres de référence en matière de parasitisme et par des parasitologues qui sont très connus et réputés. Et c'est vrai qu'elle est très intéressante, cette étude-là. Donc, ils n'ont même pas trouvé vraiment d'état de différence dans l'état, ni des juments, ni des... Enfin, voilà, Comme si le fait de plus vermifuger avait pas eu d'intérêt, en fait. Oui, voilà, exactement, c'est ça. C'est ça. OK. Donc, on peut se OK. permettre maintenant... Après, pour les jeunes, c'est différent, hein, je continue à le Ouais, répéter. on en reparlera après des jeunes, Oui, je pense. mais voilà, exactement. Mais sur des adultes, en tout cas, on peut se permettre de vermifuger moins et privilégier vraiment les coproscopies. OK, d'accord et on est d'accord, ça c'est quand même en dehors du traitement annuel dont tu parlais tout à l'heure pour les vers comme le ténia? Oui, pour le moment, c'est vrai qu'on recommande ça parce qu'on a du mal à vraiment savoir quand un cheval est infesté avec le ténia. D'accord. C'est pas évident parce que les œufs ne sont pas toujours visibles lors des coproscopies parce qu'ils sont excrétés par intermittence. Déjà, les œufs OK. des autres Compliqué. strongyles, voilà, des nématodes sont excrétés de manière intermittente, mais là, Mmh. pour le coup, les ténias sont encore plus Intermittent. malins, voilà, et voilà, exactement, ils sont encore plus espacés dans leur excrétion. Donc, c'est très difficile juste avec une coproscopie, pouvoir définir si le cheval est infesté de ténia. Donc, pour être sûr, et comme ça peut quand même les conséquences d'une infestation avec le ténia peuvent quand même être assez graves. Le ténia, vermifuger pour le ténia, c'est quand même plus ou moins recommandé. D'accord et tu fais ça à quel moment? Plutôt en automne, à ce moment-là. Plutôt en automne. OK. Oui. Donc ça répond on avait une question de Cécile et de Nicolas qui demandaient s'il existait un test fiable pour détecter le ténia, détecter et quantifier la présence de ténia. Du coup, la Oui. réponse est non, si j'ai bien compris. Alors, il existe aussi un autre test basé sur un test en laboratoire, finalement salive ou sang, qui mesure les anticorps, mais qui donne beaucoup de faux positifs, comme souvent D'accord. le cas avec ce genre de test, parce que jusqu'à 5 mois post-infestation, on peut avoir encore des traces du ténia. Donc, c'est très difficile de définir si le cheval a une infestation aiguë ou s'il en a rencontré quelques-uns et est-ce que voilà, la C'est pas vraie, forcément la vraie valeur diagnostique reste un petit peu, est un peu questionnable, quoi. Enfin, je sais pas comment on dit, est un peu douteuse. ouais, c'est ça. Mais en tout On cas, peut des pas tests citer. existent. Oui, OK. exactement. Ouais, il y Les a des tests tests, mais c'est pas forcément, Non, donc encore, pour le moment, c'est vrai que c'est plus safe de traiter. de traiter une fois par an. Donc en gros, ténia, 1 fois par an, les Ouais. autres, réalisations de copro pour, traiter éventuellement seulement les chevaux forts excréteurs. Oui. Pour tu parlais des enkystés tout à l'heure, il y a pas de moyen de les détecter, mais est-ce qu'il y a un traitement particulier ou quelque chose à faire pour ceux-là? Oui, oui, ça, c'est à convenir avec son vétérinaire lorsqu'on a une suspicion, en tout cas de larves, de fortes quantités de larves enquistées, par exemple comme sur des jeunes, votre vétérinaire peut prescrire une molécule qui pourra toucher aussi cette population-là. Mais D'accord. le faire avec une molécule inadaptée peut juste engendrer encore la création de résistance contre cette molécule-là. Donc il faut absolument voir ça avec son vétérinaire euh, pour pas faire n'importe quoi en fait. Oui, il ne faut pas Pas faire les choisir choses à une l'aveugle. molécule inadaptée ou qui n'est plus efficace. Ou, voilà. OK. Il y a Nanou qui te répondait du coup, je suis désolée, j'avais pas vu. Dans quel cas dans le cas oh pardon, je recommence. Alors dans Mhm. le cas d'un troupeau, quelle molécule à quel moment sans copro? Du coup, enfin, je te Et laisse oui, répondre. c'est ça. Je pense qu'il faut qu'on change d'attitude. Malgré tout, c'est pas forcément la réponse que la personne souhaitera entendre, mais il faut passer au système des copros parce que dans quelques années, on n'aura plus de molécules efficaces. Donc en fait, il faut commencer chez chacun, dans son élevage, dans sa structure, à se poser les bonnes questions et à faire les coproscopies avec son vétérinaire et mettre ça en place pour le moment. Et ensuite, une fois que vous aurez réalisé qui est fort excréteur, qui ne l'est pas, et qui l'est très moyennement,
Là, le vétérinaire pourra vous prescrire finalement les bons vermifuges qui resteront efficaces en fait. Parce que le risque ce qu'on a, c'est que si on traite tout le monde à l'aveugle, en fait, on va sélectionner les parasites qui vont se multiplier, qui vont être résistants. Du coup, dans la pâture vont les vers résistants vont proliférer, les chevaux vont se réinfester avec les vers. Voilà, ils vont se redévelopper. En fait, vous allez rentrer dans un cercle vicieux qui est déjà installé, qui est connu. C'est un phénomène qui existe malheureusement partout dans le monde. Et même, j'ai lu par exemple, là, il y a une étude qui est sortie aussi là au mois de mars ou avril. La molécule classiquement la plus utilisée est aussi maintenant des résistances sont absolument documentées pour cette molécule-là. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on n'aura plus le choix, on n'aura plus de molécules. Voilà, exactement, on n'aura plus de molécules efficaces. Oui, tout à fait. Donc, CoPro, par exemple, pour citer quelques autres pays, c'est assez intéressant ce qui se fait chez les voisins. Par exemple, au Danemark, on ne vermifuge plus que 2 fois par an pour la majorité des cas, et c'est tout selon la coproscopie, en tout cas. Et en Suède, par exemple, en 10 ans, ils ont réduit de 60% l'utilisation des vermifuges, et il n'y a pas plus de cas d'infestations parasitaires pathologiques qui sont rapportés, en fait. Donc, on doit vraiment changer de tendance. On doit changer la manière de penser, et les vétérinaires aussi doivent se former et proposer. Qu'on se formate. Oui, c'est ça. C'est vrai que ça demande un peu de travail, et économiquement, c'est pas toujours intéressant au début de faire des coproscopies, mais c'est quelque chose qui Tu fais des vermifuges en moins aussi d'un autre côté. Oui, tu fais des vermifuges en moins. Après, le prix dépend un petit peu des structures, mais c'est vrai que c'est plus ou moins pareil qu'un vermifuge. Donc, au début, c'est sûr qu'on ne s'y retrouve pas forcément. Mais comme on sait que l'excrétion est stable dans le temps, et plus ou moins, pour ceux qui sont forts excréteurs, mais aussi pour ceux qui le sont moins, ça peut être vraiment intéressant après dans le futur, et on arrivera à gérer ça correctement. Maintenant, il faut qu'on parle aussi de quelque chose qui est important, c'est l'environnement. Oui, je me l'étais noté pour pas l'oublier. Oui, exactement, parce que là, on parle que finalement. Ouais, c'est ça, parce que là, on parle que finalement de traiter le cheval avec des molécules qui, pour le moment, on a encore quand même le choix d'avoir quelques molécules qui soient efficaces, mais finalement, là où beaucoup de choses sont encore à faire, c'est au niveau de l'environnement. Donc, on sait par le biais des études que le retrait 2 fois par semaine des crottins, en tout cas des paddocks, pas forcément des grandes prairies, parce que ça dépend aussi de la charge, du nombre de chevaux qui sont dans les prairies. Ah oui, d'accord. Oui, mais on sait par exemple que tout ce qui est paddock surpâturé avec des petits espaces où il y a un surpâturage, etc., là, retirer les crottins, tout ce qui est concentré, en effet, ça peut être tout à fait bénéfique. On le sait, c'est pas que ça peut être, c'est que c'est bénéfique à la réinfestation, parce que les chevaux, le cycle, c'est pareil, on l'a mis dans notre petit article. J'ai un peu gribouillé dessus, mais en fait, on sait que le cheval, finalement, il va lâcher les œufs dans l'environnement, et ils vont se développer selon le type de parasite, se développer en larves. Le cheval va se réinfester, ça va se redévelopper dans le cheval, dans l'intestin pour la plupart du temps. Et ensuite, les stades adultes de ces mêmes parasites vont reproduire des œufs. Et ensuite, ça va être le même cycle à chaque fois, en fait. Donc, l'environnement est très important. À partir du moment où le cheval arrive à moins s'infester, en réingérant les larves. On sait qu'on va contribuer à une infestation moins. On va contribuer à une charge parasitaire moins importante pour le cheval. Je le rappelle, je crois que ce que tu disais tout à l'heure, c'est que 80% de la charge parasitaire se trouvait dans l'environnement. Pas dans le cheval, mais dans l'environnement. C'est ça. Okay. Donc, il faut traiter l'environnement. Alors après, il y a d'autres choses qu'il faut faire ou pas faire. Par exemple, ce que je vois aussi souvent, quand même encore, malgré tout, dans nombreuses structures,
on herse quand il a plu ou parce qu'on veut se débarrasser finalement des mauvaises herbes ou des choses qui, voilà. Et on va commencer à herser quand il pleut et qu'il fait 15 degrés et puis boum, on passe la herse et là, ouah, je vois tous ces crottins qui sont étalés dans les pâtures et je me dis On mince, sent que tu vis le truc. je compatis, mais je me dis mince, ça c'est pas la chose qu'il faut faire. En fait, il ne faudrait herser que quand il fait plus de 30 degrés et qu'on D'accord. arrive finalement à ouvrir les crottins pour que les œufs, les coques d'œufs, pardon, éclatent avec les températures élevées. Il y a Ok, les parce œufs que des le riz, s'il parasites. fait pas assez chaud et qu'il c'est humide, c'est que il Bon, rentre dans les crottins et ils se ils se mettent dans la complaisent terre. et c'est ça, ils se développent et ils vont aller, continuer leur cycle, en fait. Donc c'est Mm. ça, en fait, quand on les met à nu et quand on les sort des crottins tout chauds, tout frais, tout sympas, et ben, ils vont aller, ils seront brûlés, cramés, pardon, par les rayons, du soleil, enfin, les rayons ultraviolets. Donc Ouais. c'est important de faire ça quand il fait chaud et pas quand il fait 15 degrés et que il Faut pas pleut. leur faire de Ça, c'est une petits catastrophe. bouliers, Ça, c'est quoi. une catastrophe parce que là, on les étale partout dans la pâture et c'est pire encore. Et ce qu'il y a d'autre aussi, c'est que il faut savoir que le gel n'a aucune influence sur la survie des œufs dans l'environnement. En fait, le gel, les œufs parasitaires, ils s'en foutent. Ils peuvent jusqu'à -20 ou -40, je crois, ils sont résistants. Donc, il n'y a pas de problème. Le gel ne fera rien du tout contre les parasites. C'est la chaleur qui va éclater les œufs. Donc ça, c'est une notion importante aussi voilà, à retenir. Ok, ok. Donc il y a d'autres choses à savoir pour le Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? les Cholet, actions sur les pâtures. ouais, j'entends aussi beaucoup de gens qui veulent choler les pâtures. Alors, le cholage à des quantités classiques, ça marche pas forcément très bien. Il n'y a pas forcément enfin, comment dire, enfin, comment dire, des études qui ont montré que c'était efficace. C'est efficace quand on l'utilise à haute dose sur des petites parcelles, mais du coup, on brûle tout. Donc finalement, on remet tout à zéro, mais il ne reste plus rien en fait. Donc finalement, c'est pas très bénéfique. Tout ce qui est épandage, c'est la même chose. Épandage enfin, épandage de fumier de cheval, c'est à éviter si on ne l'a pas composté avant et qu'on l'a vraiment bien travaillé avant. C'est-à-dire qu'il a été composté et qu'il a au moins été jusqu'à 40 degrés au cœur et qu'on l'a retourné plusieurs fois au niveau D'accord. des andats. Parce que sinon, si on l'étale comme ça, bah, c'est clair qu'on va juste contribuer à l'infestation de l'environnement Pareil, encore. le fait que c'est atteint au moins 40 degrés, travailler et autres, c'est pour tuer les œufs, en fait, Oui, c'est ça, c'est à ton pour tuer départ. les œufs. Oui, c'est ça, c'est pour brûler les œufs. Et par exemple, après, faucher une prairie, ça peut être très bénéfique aussi. Admettons que la prairie, elle a été utilisée tout l'hiver. Et ben, comme je disais, les œufs résistent dans l'environnement. Ça peut être intéressant de la faucher parce que ça va quand même, les larves en fait montent sur les tiges de l'herbe et ça va être intéressant de pouvoir voilà, faucher afin de couper le cycle parasitaire. Donc, faucher, c'est une très bonne chose. Ce qu'il y a d'autre aussi, c'est qu'on peut aussi faire du copâturage. Il existe de nombreuses études qui ont montré l'intérêt de faire du copâturage. C'est Donc, pas le covoiturage, c'est le copâturage, ouais. copâturage, voilà, avec des bovins ou des ovins. D'accord. Ça Peu peut, importe, il y a pas de ça peut être non, l'un ou ça peut l'autre. être les deux. Après voilà, il existe toujours quand même la crainte de la grande douve, mais ça c'est plutôt dans les milieux où c'est marécageux, où voilà, théoriquement c'est vrai que quand il y a des bovins, on pourrait en retrouver un petit peu davantage, mais bon, pour ça, on peut vermifuger. C'est toujours un peu le cycle compliqué, mais c'est pas forcément quelque chose qui est très très fréquent au niveau de la population entière. C'est un parasite plus présent chez les bovins et qui risque, Oui, si tu les bovins loups. copâtures avec les Oui, chevaux, de se c'est développer un peu ça. plus. OK. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que pour la plupart des parasites équins, quand on a du copâturage, le cycle du parasite n'aboutit pas. Donc ça veut dire que le bovin va ingérer finalement les larves du cheval et le cycle va être interrompu et du coup on contribuera à moins de voilà comment dire à faire baisser la pression parasitaire La charge parasitaire. OK. de cette prairie là. Donc ça, c'est des OK. choses qu'on peut absolument faire. Ce qu'on peut faire aussi, c'est établir des lots de chevaux et par exemple privilégier des pâtures qui sont plus saines pour les jeunes chevaux
et donc Ouais. passer les adultes après les jeunes. Mais pas l'inverse surtout. Mais pas l'inverse. Voilà. OK. OK, OK. Exactement. Et ben, justement, les jeunes chevaux, tu as commencé à en parler un petit peu tout à l'heure. Il y a des choses, une attention particulière à porter aux jeunes? Oui, pour les jeunes chevaux, c'est un petit peu différent parce que comme je disais tout au début du live, les jeunes chevaux n'ont pas encore développé une immunité, à 100 %. Jusqu'à entre 3 et 7 ans, ils ont une immunité encore un petit peu variable et du coup leur réponse à une infestation parasitaire n'est pas forcément optimale. Donc on considère que, au cours de leur, première année de vie ou même les années suivantes, hein, jusqu'à l'âge de 3-4 ans, après il faut les suivre en coproscopie, 3 à 4 traitements de vermifuge est quand même conseillé. Et ça, c'est à convenir avec le vétérinaire, mais surtout, il faut qu'il y en ait il faut qu'il y en ait un qui inclut le traitement contre le ténia, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, et de préférence à l'automne. Et Ouais. puis, je conseille quand même aussi une surveillance avec les coproscopies parce que malgré tout, c'est intéressant de monitorer son cheptel, son troupeau, et c'est quand même une information intéressante. Mais malgré tout, il faut continuer à les vermifuger. Les jeunes sont plus à risque que les adultes. OK. Bah, on avait justement une question de l'élevage de l'Ubéli qui demandait à partir de quel âge on observait une immunité presque totale chez les chevaux au poney? Donc Au total, on l'aura pas parce qu'on sait qu'on a presque. toujours voilà, on sait qu'on aura toujours des parasites finalement, mais c'est ce que je disais, voilà, selon les chevaux, entre 3 et 7 ans. Mais à partir de 3 ans, on peut considérer, enfin, on peut commencer à les suivre en coproscopie en étant un peu plus, voilà, cool sur les intervalles, quoi. Donc D'accord, mais être bien enfin pardon, excuse-moi, je te coupe à vas-y. chaque fois. Porter une attention pardon, oh là là, bien particulière au moins jusque l'âge de 3 Oui, ans. oui, tout OK. à fait. Ouais. On a 2 questions de Solange. Alors la première, je peux y répondre. Elle nous demande où lire l'article dont on parlait tout à l'heure. Il est sur notre site. Il vient d'être mis en ligne. Il s'appelle Parasitisme, êtes-vous à jour, je crois? Mmh. Et l'autre question, c'était, malgré une copro négative, sa jument a souffert d'un relargage massif des enquistés Ah. suivi donc par un protocole de vermifugation conseillé par la vétérinaire. Elle se pose donc la question de l'intérêt de faire des copros qui ne permettent pas de savoir à quel point le cheval est parasité, ce dont tu parlais tout à l'heure, la différence entre Oui. l'excrétion et l'infestation, réelle. Oui, ça, c'est des cas, toujours un petit peu délicats. Est-ce qu'elle a précisé l'âge de son cheval, pardon? Non, mais peut-être, je crois qu'elle est présente, donc elle peut nous le préciser, mais en Ah. tout cas, je l'ai pas là. Ouais. Oui, l'intérêt des coproscopies reste quand même intéressant, comme je le disais, si on les fait à la bonne période, bien qu'on peut avoir en effet le côté voilà, de larves enquistées qui ne sont pas visibles à la coproscopie. 10 ans. 10 ans, d'accord, ok. Ouais. Après, il faut prendre en considération la charge parasitaire de l'élevage, enfin de la structure où elle est. Donc, Mmh. c'est intéressant aussi de suivre les autres chevaux. C'est pour ça que c'est intéressant de faire, tout à l'heure, la personne nous a demandé comment gérer un troupeau de 10 chevaux. Eh bien, on sait que s'il a dans le troupeau ou dans peut-être l'écurie où cette personne se trouve, on a peut-être des chevaux qui sont forts excréteurs et qui ont contribué du coup à une charge parasitaire importante de l'environnement. Donc, finalement, ça remonte déjà à une recherche antérieure d'où vient cette infestation en fait. Et les Mmh. coproscopies restent intéressantes. Et les Alors crottins sont Solange, ramassés. ouais, Ouais, bah, tu vois, ramasser tous ouais, les jours. les crottins sont ramassés tous les jours, mais malgré tout, son cheval a pu en ingérer. Donc il a quand même eu accès à une infestation certaine, puisque voilà, alors soit il a eu une baisse d'immunité importante, ça peut être aussi l'origine voilà, de cette infestation qui a malencontreusement été voilà, pénible pour ce cheval. Mais oui, ça peut être aussi à l'origine d'une, enfin, on va dire, comme une cyatostominose massive, comme on appelle. Mmh mh. Voilà. Mais OK. malgré tout, l'intérêt des copros reste quand même Après intéressante c'est parce que pas, oui, on pourra pas trouver quelque chose de super exact sur lequel se fier à 100. On essaie de faire au mieux avec exactement. Il faut nos essayer connaissances. de viser, voilà, stratégiquement, le plus grand nombre de chevaux, l'entourage, le
comment dire, la manière dont les autres chevaux sont vermifugés? Est-ce qu'il y a potentiellement peut-être une résistance qui est en L'historique, ouais, ce cours? que j'allais dire. Ouais. Exactement, dans sa structure, même si les crottins sont ramassés, si les parasites sont résistants, eh bien, on a tout à fait, on peut s'attendre à ce qu'il y ait ce genre de problème, en fait. Donc Ok. c'est pour Il a ça que précisé qu'il je avait eu la répète. même chose pour sa jument. Voilà, bon, bah, peut-être que je peux pas la tester comme ça, je me Oui, permettrai pas, mais en tout cas, on peut penser qu'il y a eu peut-être une baisse d'immunité qui a fait que son cheval a été touché par ce phénomène. d'accord. Mmh. Et du coup, je t'ai encore coupée, je suis désolée. C'est pas grave, il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Mais tu disais, je me répète, tu voulais dire l'intérêt des copros, Oui, de faire un oui, je me suivi répète. régulier, c'est ça? Oui, l'intérêt des copros est vraiment là et c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse de manière standardisée. On ne doit plus vermifuger à l'aveugle et juste voilà, vermifuger pour vermifuger, en fait, sans savoir si son cheval contribue à polluer l'environnement avec son excrétion ou voilà, peut-être que son cheval ne contribue finalement ne contribue pas beaucoup La charge parasitaire. à la charge parasitaire de l'environnement. Et donc on doit changer de mentalité parce que le jour où on ne pourra plus traiter nos chevaux, eh bien, on sera bien embêté. Ok. Encore, alors, il y avait une question toujours un petit peu sur les copros de Véronique, que je la retrouve, excuse-moi. Elle a un cheval de 22 ans, ça fait 5 ans qu'elle fait des copros et elle dit qu'il n'y a toujours rien, sauf des zookystes de coccilie. Oui. Que personne ne semble savoir soigner. Elle est au Luxembourg, elle le précise, et elle voudrait savoir si elle pourrait le vermifuger avec quel produit qui ne ravagerait pas toute sa flore intestinale. Je n'aurais pas la prétention de dire que je saurais soigner son cheval, mais en tout cas, pour ce qui est les coccidies, en tout cas chez les chevaux, il y en a plusieurs qui sont rapportés, qui sont peu pathogènes. Donc déjà, je sais que les incidences, enfin les chevaux qui ont été infestés de manière expérimentale avec des coccidies sont pas forcément toujours malades, donc ça peut aussi être quelque chose qui est vu, mais pas forcément problématique. Du coup, je ne sais pas si c'est son cas, si son cheval est malade ou si vraiment... C'est pas précisé en tout cas. Ouais. Bon, en tout cas, il faut un traitement à base de sulfonamide, donc c'est des antibiotiques finalement qu'il faut. Et ravager la flore, oui, c'est clair qu'il y a des chances qu'en traitant avec un antibiotique par voie orale, que la flore sera touchée. Donc, ce qu'elle pourrait faire, par exemple, c'est traiter le cheval, si elle convient de faire un traitement avec son vétérinaire, de traiter le cheval, de proposer au cheval, par exemple, un produit type flore. Les probiotiques et les postbiotiques. Ouais, voilà, exactement, afin de donner un coup de pouce à la flore qui est en place et éventuellement après envisager le traitement antibiotique et continuer le flore après le traitement. Ça peut être une solution. Okay. Maintenant, il faut vraiment qu'elle soit sûre que ce soit des Emeria. En fait, c'est souvent la famille des Emeria. Mais si son cheval n'est pas forcément cliniquement affecté, ouais, voilà, s'il n'y a pas de signe clinique, ça ouais. peut être. Ça peut limitant tout seul, c'est pas du bon français, mais ça peut se limiter tout seul en tout cas. Donc, Okay. ça peut ne pas poser vrai que de c'est... vrais problèmes en fait, c'est ça? Oui, exactement. Ouais. On le voit aussi des fois chez les poulains, les éméria, les coccidies. Mais bon, il y a des chevaux qui développent des diarrhées, ça c'est sûr. Mais c'est pas, en tout cas, les parasites intestinaux les plus fréquents. Les plus violents et d'accord, enfin violents. Ouais. Pathogènes, avec le plus Les plus fort pathogènes. pouvoir pathogène. Ok, ça Ouais, marche. c'est ça. Et finalement, je voulais te poser la question justement tout à l'heure, un complément comme le fluor, on peut commencer à le donner systématiquement avant un vermifuge et un petit peu après le Oui. vermifuge ou pas? Oui, tout à fait. Oui, c'est très intéressant de donner un support à la flore intestinale. Donc, on pourrait envisager il faut à peu près compter 3 semaines avant. Ça serait intéressant parce que comme ça, on sait que voilà, c'est relativement efficace pour la flore déjà présente. Donc, Pour qu'elle 3 puisse se semaines avant, ça peut être régénérer? intéressant. Ouais. Oui, tout D'accord. à Et fait. continuer un petit peu après aussi? Oui, bien sûr, oui. Faire une cure entière, tout à fait. Ok, ça marche. On a encore une question de Jessica qui demande quelle recommandation annuelle sur un cheval fort excréteur, elle précise strongle, mais très peu, voire pas du tout sensible à l'ivermectine.
qui sont plus Oui. Et oui, alors, je me pose la question, comment elle sait, du coup, si, est-ce qu'elle a fait ouais, je suppose qu'elle a dû faire des tests éventuellement d'efficacité, ou je ne sais pas je sais pas si peut-être le cheval reste toujours fort excréteur. Je sais pas du Ok. tout. Je suis Et désolée. dans ce cas-là, c'est vrai que ça serait. C'est pas grave. Si le cheval est fort excréteur, oui, c'est sûr qu'il faut continuer à le vermifuger. S'il n'est pas très sensible à l'ivermectine, il y a encore le moyen de switcher, entre guillemets, de passer à un autre produit de la même famille. Hein. C'est-à-dire que les ivermectines font partie des lactones macrolytiques. Donc, macrocyclique, on dit en français. Donc, on a aussi la moxidectine. Celle-ci est un petit peu plus efficace aussi sur les stades enquistés, mais ça, c'est à voir avec son vétérinaire, par contre. Ok. C'est à voir avec son vétérinaire. Ça peut être une solution. Ça, ce sont les vermifuges type Pramox, Equest, etc. Enfin, Equest, Pramox, etc. Mais ça, c'est vraiment, moi, je me dis toujours que c'est une molécule qu'on doit garder sous le coude si on n'a vraiment pas le choix de faire autrement, en fait, parce que c'est la seule chose qui nous reste, en fait. Donc, c'est bien qu'elle fasse déjà des colposcopies. Éventuellement, elle peut voir si l'efficacité d'une molécule comme ça peut être envisageable avec son vétérinaire. D'accord. Et voilà, malgré tout, il ne nous reste pas beaucoup de solutions. Hein. C'est vrai qu'il faut essayer de mettre aussi un petit coup dans l'environnement, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, si elle met son cheval dans une prairie, qu'elle commence à ramasser, par exemple, les crottins 2 fois par semaine minimum. Ça peut être des choses qui peuvent être efficaces. Donc, l'environnement, il ne faut vraiment pas l'oublier. Ouais. Et même au sein même de l'écurie, non, faire bien attention à, Oui, je sais pas, oui, tout à ramasser fait. immédiatement les Bien crottins, sûr. vider tous les jours Alors les immédiatement, c'est pas forcément obligatoire, mais Ouais. minimum, c'est sûr que si c'est fait immédiatement, ça serait parfait. Le même jour, c'est surtout quand il fait chaud, c'est vrai que les cycles de certains parasites peuvent même s'accélérer juste en une seule journée. Donc, on a déjà voilà, des œufs qui éclorent au bout d'une journée, contrairement à des températures plus modérées. Donc, c'est sûr que plus on le fait, mieux c'est. En tout cas pour la charge parasitaire. Après, pas forcément pour d'autres raisons, parce que les crottins contribuent aussi quand même, comment dire, à l'amendement du sol, etc. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. C'est un juste équilibre. Exactement, exactement. Il faut trancher. Là, pour le coup, si on parle vraiment de prévention, on doit retirer les crottins. Donc, niveau hygiène autour de son écurie, c'est sûr que c'est des choses qu'il faudrait recommander. Et puis, pareil, identifier les forts excréteurs, encore une fois, dans l'écurie, s'ils partagent les prairies. Et les vers ne s'arrêtent pas aux clôtures. Hein. Donc, si le cheval d'à côté est Oui, fort excréteur c'était la et le question. ver. Pas que dans les Ouais, pâtures, quoi. non, mais c'est ça, ouais, exactement. Ils passent sous les clôtures, il n'en a rien à faire de la frontière. Donc, ça peut aller partout. Ouais. Et puis, mais même dans l'écurie en elle-même, non? Ou c'est Alors, dans vraiment les box, l'intérêt comme est les vraiment dans box, les pâtures? oui, non, c'est plutôt dans les pâtures, en fait. Comme les box sont faits régulièrement, pour la plupart du temps, on n'a pas ce souci pour des chevaux qui sont au box. En fait, les chevaux qui sont au box, finalement, généralement, les vermifuges, s'ils ne sont pas excréteurs vraiment très très fort, on peut vraiment se contenter de les vermifuger une fois par an, voire une fois et demie, un an et demi, enfin, une fois et demie, comment on dirait, Oui. une fois Non, mais par après, un an ou et souvent, demi. il faut un petit peu les 2, mais c'est vraiment sur la pâture qu'il faut concentrer, Oui, les les petits efforts. paddocks. OK. Oui, OK, tout à OK. fait. Est-ce que on aurait oublié des choses, importantes? Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Après, voilà, j'ai pas parlé forcément de toutes les molécules qui sont encore disponibles, mais bon, je pense que ça, là, c'était plutôt vraiment l'histoire de refaire un point et de se poser les bonnes questions, de comment Oui, aborder voilà. L'idée, la c'est de vermifuge. savoir où on en est et comment aborder la Ouais. gestion. Quelle stratégie adopter, en fait, aujourd'hui en fonction de tout ça, quoi. Oui, et c'est ça. Et puis surtout de se dire que voilà, on a maintenant la capacité enfin, on a un recul certain de savoir qu'une baisse de vermifugation n'impacte pas forcément l'état des chevaux. Mais Ouais, c'est important ça. voilà, on sait par contre l'impact que ça a
voilà, l'impact négatif que ça peut avoir sur plein d'autres plans. La résistance et La résistance, voilà, j'ai pas parlé d'une chose qui est quand même importante parce que malgré tout, si on a des chevaux, on côtoie aussi du coup la nature, etc. Mais il faut savoir quand même que toutes les molécules qui sont utilisées pour vermifuger les chevaux sont extrêmement toxiques pour tout ce qui est les insectes qui, comment dire, les bousiers, tout ce qui défait les crottins et qui participe aussi à l'écosystème. Voilà, les vers après qui sont remangés par les insectes, les vers, etc. Qui sont après remangés par les oiseaux. Il faut savoir que les lactoses macrocycliques sont extrêmement toxiques pour le milieu aquatique. Donc, quand on a des cours d'eau et qu'on a beaucoup, qu'on vermifuge beaucoup nos chevaux, eh bien, on sait que finalement le milieu aquatique eh bien, est directement touché aussi. Donc, ça, c'est des choses qu'il faut aussi considérer. Il faut aussi bien en avoir conscience. C'est bien d'en avoir conscience aussi. Donc, il faut changer de stratégie, quoi. Il faut vraiment commencer à réfléchir. Voilà. C'est pas qu'il faut commencer à réfléchir, c'est que c'est déjà trop tard. En fait. Oui, c'est déjà trop tard parce qu'on a déjà beaucoup de résistance. Et comme la personne tout à l'heure qui nous disait, voilà, son cheval ne semble plus sensible à l'ivermectine, eh bien, c'est un problème. C'est un problème lorsqu'on devra traiter vraiment. Ok. Voilà. Je pense que le message est passé. J'espère qu'on a à peu près répondu, pardon, à toutes les questions. De toute façon, on fera un petit tour. Surtout si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Aneva se fera un plaisir de répondre de manière bien détaillée. Et puis voilà, on refera comme d'habitude un petit podcast d'ici quelques jours. Il y a l'article qui est disponible sur le site avec encore plus d'infos, des petits schémas et tout. Et puis voilà, encore merci Aneva pour ton temps. Et c'est avec plaisir. Et merci à toutes et à tous. Et puis je te dis à très bientôt. Et puis on vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. À bientôt. Merci. Salut. Salut.